Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Bienvenue dans cette nouvelle chronique astro. Avant de commencer, je voulais tous vous remercier pour votre écoute, pour vos abonnements qui sont de plus en plus abondants. C'est vraiment un immense plaisir pour moi que de pouvoir parler de cette passion et de voir que finalement vous êtes super nombreux à vous y intéresser aussi. Donc un grand merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez à mes discours, mais surtout pour votre intérêt en l'astrologie. Car en plus de flatter mon ego, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir que ça vous est utile. Et ça, c'est juste énorme la joie que ça procure. C'est ma toute petite contribution à un monde meilleur. En vous ouvrant de plus en plus à tout ce qui est invisible, mais pourtant bien réel, eh bien vous faites naître en moi beaucoup d'espoir. Et ça, c'est génial. Sincèrement, merci beaucoup à vous tous. L'astrologie est un outil fantastique au quotidien. D'ailleurs, allez, c'est parti. Cette semaine, au programme, je vais partager avec vous mon analyse de la nouvelle lune qui se passera dans la nuit du 4 au 5 mai 2019 à 0h45, heure de Paris. Une nouvelle lune, c'est le point de départ d'un nouveau cycle lunaire. Et potentiellement, la nouvelle lune peut favoriser un nouveau départ pour chacun de nous, puisque c'est le moment où la lune rejoint le soleil, où nos besoins, symbolisés par la lune, rejoignent nos envies, symbolisées, elles, par le soleil. On peut, à cette occasion, à différents degrés, faire entrer la nouveauté dans notre vie. Par exemple, on peut commencer à songer à une nouvelle idée, où on peut décider de mettre en route un projet auquel on a déjà pensé. Ou la nouvelle lune peut coïncider avec le démarrage officiel de quelque chose de très important dans notre vie. Si, par exemple, par le plus grand des hasards, cette nouvelle lune se tient sur votre milieu de ciel, eh bien c'est peut-être votre carrière qui s'apprête à prendre un nouvel essor. En maison 1, sur l'ascendant, ce peut être une décision qui vous permettra de vous montrer sous un nouveau jour, aux yeux de tous. En maison 4, ce peut être l'arrivée d'un enfant. En maison 7, l'officialisation d'une union, d'un mariage, d'une association. En tout cas, tout ce que l'on sème à la nouvelle lune a de fortes chances de pousser avec plus de vigueur qu'à tout autre moment du mois. Car la nouvelle lune favorise l'enracinement. Et précisément, dans le signe du Taureau, il est question d'ancrage. Le Taureau, c'est le premier signe de terre, le premier signe féminin et le premier signe fixe. Les signes de terre ont le sens de la matière, c'est-à-dire qu'ils ont concrètement le sens de ce qui sera pratique, utile, profitable à leur développement. Les signes féminins, je ne vous apprendrai rien, fécondent. Ils portent en eux une grande capacité de concentration, qu'elle soit intellectuelle ou physiologique, ce qui leur donne de l'endurance et même de l'obstination. Ils sont réceptifs et sentent intuitivement ce qui leur profitera. Et enfin, les signes fixes représentent l'énergie centripète qui tend vers le centre pour permettre un ancrage optimal. Dans le cycle des saisons, les signes fixes se situent entre les signes cardinaux, qui amorcent les saisons, et les signes mutables, qui préparent au changement climatique. Les signes fixes installent pour de bon la saison, et en l'occurrence le Taureau installe le printemps. Cette nouvelle lune en Taureau nous incite subtilement à être raisonnables plus qu'idéalistes. Car pour vivre, pour nous développer, nous devons avant tout nous cantonner à nos besoins terrestres, à savoir que nous avons besoin de nous nourrir, de nous protéger des intempéries, d'être aimés et d'aimer, d'avoir confiance en nous et en notre environnement, et de récolter
les fruits de notre labeur. Et pour l'anecdote, ces critères sont directement empruntés à Abraham Maslow, qui était au siècle dernier un célèbre psychologue américain qui avait hiérarchisé les besoins fondamentaux des humains pour pouvoir s'épanouir. Eh bien, ce monsieur n'était pas taureau en signe solaire, il était bélier, mais il avait quand même Vénus et Mars dans le signe du taureau. Vénus était donc forte puisqu'elle était dans son signe, et Mars lui a permis de défendre ses convictions, et notamment ses convictions concernant le taureau, puisque Mars est le maître du bélier, et qu'il est en taureau. Bon, voilà, je voulais juste partager avec vous mes réflexions sur le sujet, et cette petite trouvaille que je trouve cohérente et intéressante. Et si le travail de ce monsieur vous intéresse, vous pouvez chercher la pyramide de Maslow. C'est très intéressant, très accessible. Maslow, ça s'écrit M-A-S-L-O-W. Mais pour en revenir au taureau, toujours est-il qu'il possède intuitivement toutes les qualités nécessaires à la complétude de nos besoins terrestres et qui ont été listés donc par ce monsieur Maslow. Ils sont gourmands, ils aiment cocooner, ils sont sensuels, prudents et très opiniâtres quand il s'agit d'atteindre leurs objectifs. Bien sûr, comme à tous les autres signes, on leur attribue quand même quelques petits défauts. Ils aiment prendre leur temps, pour ne pas dire qu'ils sont lents. Ils sont capables de s'entêter, ils sont même obtus, échangent difficilement d'avis, même quand c'est prouvé qu'ils ont tort. Ils peuvent être possessifs et très matérialistes. Ils adorent accumuler des choses, si possible avec un peu de valeur. Mais fondamentalement, tout ça c'est très relatif, car à qui peut-on reprocher ces choses-là, puisqu'elles sont instinctives et naturelles. Et c'est une question de bon sens élémentaire même, si je puis dire. Et en termes d'éléments, justement, nous avons, au moment de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, 5 planètes en signe de terre sur 10, ça fait quand même beaucoup, vous en conviendrez. 3 en signe de feu, 1 en signe d'air et 1 en signe d'eau. La terre et le feu ne sont pas des éléments qui se complètent ou s'enrichissent vraiment. La terre, surtout dans de telles proportions, étouffe le feu et crée une atmosphère où l'on respire mal. D'ailleurs, l'élément air, entre parenthèses, symbole de l'intellect, est sous-représenté, et il ne dissipe pas la fumée de ce feu qui n'en finit pas de s'étouffer. Serions-nous pris de court? Les idées ou les mots nous manqueraient-ils? C'est ce qu'on verra plus loin. Quant aux émotions, aux sentiments, représentés par l'élément eau, ici aussi sous-représenté, ce qui ne laisse pas présager une période très réconfortante en soi. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Voilà ce que nous dit cette petite analyse des éléments. Mais pas d'inquiétude, la roue tourne et de toute façon, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Alors pour en revenir à cette nouvelle lune, la période est donc favorable pour lancer un projet enthousiasmant visant à nous stabiliser. Un projet visant à un jour produire un résultat tangible avec pragmatisme et réalisme. À présent, regardons un peu sous quels auspices les autres planètes placent ce nouveau départ. La conjonction Lune-Soleil est en bel aspect de la conjonction Saturne-Pluton, qui est dans le signe du Capricorne, un autre signe de terre, ce qui signifie que la communication passe bien entre les 4 planètes. Le nouveau départ aura le soutien de Saturne, ce qui lui accordera d'emblée une certaine pérennité. Après quand même avoir fourni les efforts nécessaires pour monter ce projet sur des bases très stables. Ce qui n'épargnera pas des délais incompressibles, mais c'est justement ça qui rendra le projet viable et solide. Quant à Pluton,
l'aspect est moins évident car l'orbe est un peu plus large. Mais du fait de son entente, de sa conjonction actuelle avec Saturne, personnellement j'en tiens compte quand même. D'autant plus qu'en trigone, son soutien n'est pas négligeable. Il renforce la volonté consciente du Soleil, il renforce aussi son aura, ce qui lui permet d'être plus convaincant, plus combatif, et permettra ainsi d'obtenir ce qu'il veut. Pluton en trigone à la Lune aide à tourner la page émotionnellement. On peut, pendant cette période, se libérer d'a priori ou de vieilles rancœurs peu constructives. Et après tout, c'est bien dans l'air du temps de faire un petit nettoyage de printemps. Alors pourquoi pas de nos émotions? Ensuite, la nouvelle lune forme un sextile à Neptune, ce qui va aussi nous permettre de nous adapter, de sentir quelle attitude sera la plus profitable pour parvenir à nos fins. Ce sextile développe l'intuition. Uranus est lui aussi en taureau. Il est à 11 degrés des luminaires. Ici aussi, l'orbe est un peu large, mais comme ils sont dans le même signe, je considère que son influence est encore relativement forte. Le Soleil était en conjonction avec Uranus autour du 22 avril, ce qui a pu être l'occasion d'événements imprévus et plus ou moins déstabilisants. Mais toujours est-il que le Soleil, en croisant Uranus, s'est imprégné de son énergie. Et il est encore sous le charme, enfin sous le charme, au moment de cette nouvelle lune. Ce nouveau projet, ce nouveau départ, pourrait tout à fait sortir de nulle part. Ce peut être une incroyable chance à ne pas laisser passer. Un simple coup d'Uranus, quoi. La Lune, quant à elle, sa rencontre avec Uranus l'aura sans doute rendue un peu nerveuse, fébrile, ou très excitée par cette nouvelle perspective. La nuit de samedi à dimanche peut être assez agitée, ou du moins le sommeil. Ensuite, regardons Vénus, car c'est la planète qui maîtrise le signe du Taureau, où se trouve la nouvelle lune. Eh bien, Vénus est en Bélier, et elle n'est pas particulièrement à l'aise dans ce signe. On dit qu'elle est en exil. Elle perd ici de sa douceur, de sa rondeur. Elle adopte les caractéristiques du signe qu'elle transite. Et en Bélier, elle devient un peu agressive, capricieuse. Elle perd clairement patience. Elle est insatisfaite et peut faire le forcing pour obtenir ce qu'elle veut. Donc, il se peut que ce nouveau départ soit contrarié, retardé, annulé, ou que tout ne se passe pas comme on le voudrait, que tout ne soit pas aussi facile qu'on le voudrait. Mais Vénus forme quand même un joli sextile à Mars, le maître du Bélier, qui est lui en Gémeaux. Et ces deux-là, en bon aspect, donnent beaucoup de convivialité, de charme, ce qui laisse augurer qu'une entente pourrait quand même être conclue. En Gémeaux, ce peut être un contrat, une vente. Ça peut aussi se passer autour de chez nous ou lors d'un petit déplacement. Ce peut être aussi une bonne nouvelle car Mercure, c'est aussi un messager. Vénus forme aussi un trigone avec Jupiter. Et quand le grand bénéfique rencontre la petite bénéfique, aucun doute, nous en tirerons des bénéfices. Les deux sont en signe de feu, on peut s'attendre à beaucoup d'enthousiasme, à des échanges chaleureux. Ce qui me fait penser que Vénus étant la planète de l'amour et Jupiter celle de l'étranger, cet aspect peut parler d'une rencontre avec une personne d'un milieu différent d'une autre, sur qui notre charme pourrait opérer. Célibataire, ouvrez l'œil. Mais pas seulement. Sur le plan des finances, c'est pas mal non plus. Il peut s'agir d'une très belle opportunité, car Vénus, c'est aussi la matière, le palpable. Décidément, c'est un bien joli aspect. Mais Vénus est quand même en carré de la conjonction Saturne-Pluton. Et voilà qui est quand même bien contrariant. Contre Saturne, Vénus devra faire des efforts. Peut-être pour conquérir ce bel étranger, ou déployer tous ses talents de négociatrice, car il y aura de la concurrence, certainement.
Mais comme on l'a vu, Vénus en Bélier est combative. Et elle pourrait bien y arriver finalement. Par contre, contre Pluton, elle va devoir affronter ses peurs, à moins qu'elle fasse une fixation sur l'objet de son désir, au point d'en devenir obsédée, ce qui serait éventuellement malsain et tourmentant. En tout cas, elle sera attirée comme un aimant à en devenir zinzin, ce qui promet d'être intense en termes d'émotions. Par ailleurs, elle est conjointe avec Mercure. Certes, la conjonction est un peu large, à 9 degrés, mais quand même, elle saura trouver les mots pour convaincre, et même elle saura y mettre les formes. Elle saura se montrer charmante, drôle et convaincante. Mercure est quant à lui en conjonction avec Uranus. Certes une conjonction dissociée, c'est-à-dire dans des signes différents, mais appliquante. Il ne tardera pas à rejoindre Uranus, ça se passera autour du 8 avril, et là, accrochez-vous bien, car Mercure en Bélier, il parle vite et il dit la vérité. On pourrait bien entendre des révélations qui nous laissent sans voix. D'autant plus que lui aussi est en carré à la conjonction Saturne-Pluton. Et Saturne l'oblige à structurer son discours, ses idées. Il peut être question de vider son sac ou d'écouter quelqu'un de proche vider son sac. D'autant plus qu'avec Pluton, ce qu'on dira ou entendra pourrait bien être de nature à faire de la peine ou à choquer. Mercure forme aussi un sextile à Mars, qui est en Gémeaux, dans le signe de Mercure, ce qui indique que c'est avec courage qu'il faudra oser s'exprimer. Ce sera le fruit d'une décision mûrie. Et comme Mars forme des aspects très tendus avec d'une part Neptune et d'autre part Jupiter, ce sera sans doute le choc des mots. Mars en carré de Jupiter bouscule littéralement les bonnes mœurs. On trouve une forme de décadence dans cet aspect. Et textuellement, si Mars est la colère et Jupiter l'énormité, de là à dire que ça va péter, il n'y a qu'un pas. Ce que je ne souhaite pas, bien sûr, mais en tout cas, il y a ici une notion de refoulement, de bouillonnement difficile à contenir. Heureusement, cet aspect ne durera pas trop longtemps. Mais Mars, c'est aussi l'action. Jupiter, le cadre légal, et en tension, il peut s'agir d'actes répréhensibles, et avec Neptune, qui déborde. Mars en carré de Neptune, justement, c'est la fuite, quelque chose que l'on n'assume pas. Ce peut être un comportement pas joli, dans le meilleur des cas. Non, disons plutôt que dans une moindre mesure, ce peut être, une grosse cuite, pas très classe, ou un moment d'égarement. Bon, peut-être quelque chose d'un peu scandaleux, quoi, ou un coup bas, une trahison. Il est parfois nécessaire de faire face à ce genre de choses pour comprendre où se trouve la limite entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Et ceux qui en feront l'expérience, ils en feront l'expérience. Mais quand même, pour terminer sur une note un peu plus positive, plus inspirante, Neptune forme quant à lui un sextile à la conjonction Saturne-Pluton. Bon, c'est un aspect qui est en place depuis longtemps, hein. Mais avec Saturne, il permet de structurer notre intuition, nos rêves et nos idéaux. Avec Pluton, Neptune tend à donner vie à nos rêves les plus fous et ensemble, Saturne et Pluton travaillent à la concrétisation de cela. Ne dit-on pas que la foi soulève des montagnes ? Eh bien cet aspect peut avoir des effets des plus magiques pour peu qu'ils activent quelque chose dans notre thème. Un peu comme ce qui se passe entre vous et moi. C'est un peu un rêve qui se réalise pour moi. L'audience de cette petite chaîne connaît une croissance
spectaculaire. Je n'en reviens pas moi-même et je n'en suis pas peu fière. Alors, encore merci, merci, merci à vous tous. N'hésitez pas à partager les événements qui vous semblent en lien avec les énergies planétaires, soit en dessous de la vidéo, soit par mail si vous préférez, c'est plus confidentiel. En tout cas, sachez que ça m'intéresse beaucoup de voir comment elles peuvent se matérialiser et en plus j'adore ces échanges. Voilà. Ben voilà, Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la pleine lune en Scorpion. D'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne les clés, à nous de savoir les utiliser. À dans 15 jours et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.